propos, c'est donc minceur, obsession ou danger, mais c'est un propos qui est de type historique, je le redis. Et je vais envisager 3 points plus particulièrement. Le premier, c'est de m'interroger à la minceur, au problème de la minceur dans la tradition, au fond dans un passé à la fois éloigné, mais encore proche, mais qui n'est pas le nôtre. Et puis deuxièmement, m'interroger cette fois non plus sur le thème de la minceur, mais sur le thème de la maigreur, en faisant une différence entre les deux termes. Et puis enfin, dernier point, quelques questions autour de ce qu'on pourrait appeler la minceur contemporaine, si vous voulez, de façon à ce que le présent, par rapport à l'histoire, soit présenté sous une forme à la fois qui est faite de continuité, mais qui est aussi, bien entendu, faite très fortement, me semble-t-il, de différence. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le thème de la minceur et de la tradition? Il y a évidemment un sous-entendu dans mon propos. Et je crois qu'il faut que je dise un mot de ce sous-entendu pour mieux me faire comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce sous-entendu? C'est tout simplement l'idée suivante, c'est que notre vulgate à nous a tendance à nous faire penser que nous connaissons pour la première fois une société où s'impose de façon forte l'exigence de la minceur. Ça, c'est notre vulgate, c'est ce qui nous semble totalement relever de l'évidence. Or, quand on travaille sur un certain nombre de repères historiques, on se rend compte qu'évidemment, l'exigence de minceur est tout à fait présente. Alors, d'où 2 questions. Est-ce que c'est la même minceur? Évidemment, première question. Deuxième question, pardon. Deuxième question, et les lapsus sont toujours inquiétants. Deuxième question, est-ce que... au fond, est-ce que si réellement la minceur ancienne était de l'ordre de l'exigence, que dire à ce moment-là sur la minceur d'aujourd'hui, une fois que la mise en rapport a été faite? Donc, vous voyez, le sous-entendu, c'est ça. Le sous-entendu, c'est méfions-nous, avant aussi, il y avait une exigence à l'égard de la minceur. Alors, mon premier point, c'est donc minceur et tradition, minceur et histoire relativement éloignée de nous. Et le premier point qu'il faut envisager, c'est est-ce que c'est présent? Alors évidemment, oui, bien sûr que c'est présent. Le mot existe, le mot revient de façon fréquente, et il est utilisé pour qualifier les normes du corps. Je vous prends un exemple parmi d'autres. Dans une nouvelle italienne, mais les Français pourraient dire exactement la même chose, du XVIe siècle, vous avez le X qui vient de la ville et va à la campagne, est séduit par une jolie servante de 15 ans, gracieuse, mince et charmante. Et ce mot revient systématiquement, avec parfois associé à lui la notion de svelte. Ce qui veut donc dire qu'il y a une attention à quelque chose qui est de l'ordre de la relative exiguïté du corps comme repère positif. Troisième mot, adjectif, qui revient fréquemment, que l'on trouve très fortement dans le livre du courtisan de Balthazar Castiglione, qui est un livre très important, qui est publié en Italie en 1528, mais qui va avoir un nombre considérable de traductions et de publications dans l'Europe entière, aussi bien en Angleterre qu'en France qu'en Allemagne. Eh bien, l'adjectif qui est utilisé par Balthazar Castiglione, c'est celui de léger. Alors, on voit très vite un mot là-dessus, sans s'y attarder. On voit très vite que quand ça concerne les hommes, ça renvoie bien sûr à une exigence qui est nouvelle dans le monde du courtisanat. Donc c'est le monde du XVIe siècle. C'est-à-dire, imaginez François Ier, Henri II, la cour qui commence à créer un rapport relativement étroit entre des individus qui sont sélectionnés très fortement à partir de leur ascendance, mais qui en même temps doivent manifester une sorte d'adaptabilité aux fêtes, à la danse, à la musique, et pas seulement aux armes. Je parle des hommes, je ne parle pas des femmes, c'est encore plus évident. Et à ce moment-là, si on fait la comparaison entre le chevalier médiéval et le courtisan moderne, si vous voulez, du XVIe siècle, la différence saute aux yeux. Le chevalier médiéval, c'est quelqu'un qui doit privilégier, non pas forcément la grosseur, bien sûr, parce que s'il est trop gros, il peut pas monter à cheval, mais une certaine lourdeur. C'est quelqu'un qui doit percuter en quelque sorte l'adversaire avec la lance, le cheval lourd, le cheval qui ne se dévie pas, alors que le courtisan moderne, c'est celui qui monte un cheval qui bouge, qui virevolte, avec tout un apprentissage aussi sur, je dirais même, le ballet des chevaux. Donc on passe, au fond, du chevalier au cavalier. Et arrivé au cavalier, qui manie avec une grande adresse son cheval, et l'exigence physique est complètement différente, d'où cet adjectif constant dans le livre de Balthazar Castiglione de léger. Donc ça donne mince, vous voyez, mince
svelte, léger. Alors vous allez me dire, rien n'a changé. Justement, voilà la question qui est intéressante au niveau historique. Et à ce moment-là, il faut poursuivre un tout petit peu. Alors, quelles sont les formes? Une fois qu'on a dit les mots, quelles sont les formes qui sont attendues? Là encore, ce sont les hanches. Les hanches ne doivent pas être trop élargies. Même au Moyen-Âge, vous voyez, la blanche fleur, elle a les hanches bassettes et les côtés étroits. De même, lorsque vous lisez les traités de costume, je pense en particulier à un traité italien du XVIe siècle, lorsque vous lisez les traités de costume, vous voyez très bien que ce qui est important, c'est l'étroitesse du buste, des hanches, la ceinture serrée, la poitrine qui descend comme un cône inversé, si vous voulez, ou encore ailleurs, on vous dit laine estreinte, c'est-à-dire étroite, etc. Bon, et avec une critique du gros. Critique classique, au point même que le mot de gros, en dehors du rapport au physique, le mot de gros devient quelque chose qui est de l'ordre de l'injure. Je pense en particulier à ce terme du XVIe siècle, qui est très fréquent dans les textes littéraires, où on accuse les gens d'être lourds en taille. Et la taille, c'est-à-dire la minceur de la taille. C'est pas la hauteur, c'est au contraire la largeur. Et donc ceux qui sont lourds en taille, ce sont les balourds, c'est-à-dire c'est ceux qui sont pas très malins, qui ne savent pas s'adapter. Donc il y a bien, par rapport à nos repères à nous, des repères anciens qui favorisent minceur, légèreté, accusation de la lourdeur. Je pense à cette phrase de Paré, on voit très bien qu'il y a une accusation à l'égard de cette femme qui essaie de se faire passer pour malade, qui cherche à faire l'aumône en quelque sorte devant la porte d'une église et qui se fait passer pour malade avec le sein atteint, etc. Mais que dit Paré? Elle est grosse, potelée, elle est goujue, ou encore cette grosse garce fessue, potelée en bon point, âgée de 30 ans, etc. Je continue pas. Mais on voit bien, je répète et j'insiste, que c'est bien quelque chose qui est de l'ordre de l'épaisseur et de la lourdeur qui est contesté. Avec des objets qui sont privilégiés. Le corset, par exemple. Le corset qui n'existe pas vraiment au Moyen-Âge. C'est un busque qu'on met au Moyen-Âge. C'est une sorte d'os qui retient ici la poitrine et qui est lacé, si vous voulez. Mais ensuite, le corset s'installe, si je peux dire, à la Renaissance avec des dispositifs très rigides. Du fer, des sortes de plaques, etc. Et la nécessité de rendre étroit le corps commence aussi à être critiqué, mais en même temps est considéré comme incontournable. Je pense à Anne de Beaujeu qui donne des conseils à sa fille, qui est une princesse de la fin du XVe siècle. Elle écrit dans les années 1490-95. Elle se moque d'une femme tant serrée et estreinte en ses habits que le cœur lui faillit. Donc elle dit ne soyez pas aussi serrés, mais on voit bien que la mode c'est quand même ça. Ou encore Montaigne qui moque les femmes qui souffrent, guindées et sanglées à tant de grosses croches sur les côtés jusqu'à la chair vive, oui, quelquefois à en mourir. Cette phrase de Montaigne, elle est souvent citée. Reste, vous voyez, il faut aussi, c'est intéressant comme question quand on s'interroge à la fois sur les outils, mais quand on s'interroge aussi sur les lieux du corps. Et on voit bien qu'il y a un lieu dont on ne parle pas et qui vraisemblablement doit tolérer une certaine épaisseur, ce sont les jambes. C'est-à-dire que c'est le haut, dans la tradition un peu éloignée, c'est vraiment le haut du corps qui est mis en scène. Si vous faites le profil de la robe, vous voyez qu'il y a au fond un buste qui est extrêmement étroit, et puis à partir de la taille, une robe qui s'évase. Et ça donne des sortes de profils qui ressembleraient à des statues dont on ne retient que le buste, le reste étant sur un piédestal. Mais si on ne retient que le buste, on voit bien qu'il y a une relative négligence des jambes. Et il y a alors la taille très serrée, je n'insiste pas, j'ai déjà dit, mais il peut y avoir une relative négligence du bas. Et sans doute y a-t-il une tolérance, mais là, les preuves n'existent pas. La peinture ne le montre pas de façon forte, même si elle peut le laisser sous-entendre. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut, au fond, ne pas avoir la même exigence que celle que nous avons aujourd'hui, parce que les jambes sont immédiatement visibles, le loisir les met encore plus en évidence que la vie quotidienne, etc. Donc, telle phrase, la nature induit les femmes et les hommes à découvrir les parties hautes et à cacher les parties basses, parce que les premières, comme sont le propre siège de la beauté, et elles doivent se voir, alors que celles qui sont en bas, donc il y a au fond un moralisme dans ce type de phrase, elles servent de fondement et de base au supérieur, mais il s'agit de parties qui sont honteuses en même temps, vous voyez. Donc là, ce type de structure, au fond, de l'habit
peut sans doute tolérer des grosseurs de non-attention, de non-exigence à l'égard de la ligne. Ce qui se trouve objectivement cette fois dans certains textes. Je pense par exemple à conseil d'une mère à sa fille à la fin du XVIe siècle, où la mère dit « Quel besoin de se soucier des jambes, puisque ce n'est pas chose qu'il faille montrer ». Et c'est là, à travers ces petits indices, moi je n'ai pas du tout les mêmes possibilités que les sociologues ont, et j'admire la manière dont ils parviennent à avoir des chiffres, mais je n'ai pas du tout la même possibilité d'avoir des chiffres. Je suis obligé de me repérer à un certain nombre de phrases, etc. Et quand on est face à ces phrases, on est bien face à des indications qui nous montrent qu'au fond, il peut y avoir des tolérances, et en revanche, il y a aussi, bien sûr, des exigences. Alors, il me semble qu'il faut aller un peu au-delà et s'interroger sur que veut dire, alors des formes on en a parlé, mais quel sens donner à la minceur traditionnelle? Parce qu'il y a une minceur traditionnelle. Je pense que le sens qu'on peut donner, et qui justement n'est pas celui que l'on donne aujourd'hui au mot de minceur, le sens que l'on peut donner, c'est celui qui favorise quelque chose qui est de l'ordre de la fragilité. Au fond, la femme, il faut qu'elle ait une délicatesse, il faut qu'elle ait une sorte de fragilité, elle ait une vulnérabilité, à la limite, presque une sorte de faiblesse pré-pathologique, si je peux dire. La femme au sens traditionnel du terme, pas forcément la femme qui laboure avec son mari, si vous voulez, mais la femme bourgeoise, noble, c'est celle qui est au fond de l'ordre du décor. Vous voyez, l'homme est de l'ordre du dehors et de l'affrontement, la femme est de l'ordre du dedans et du décor. C'est ce que dit magnifiquement Balthasar Castiglione dans son livre sur le courtisan. La femme, elle reçoit. Et en recevant, il faut qu'elle soit uniquement attentive à ce qui est fragile, à ce qui est élégant, à ce qui, au fond, n'a pas trop de pesanteur et peut séduire par sa délicatesse, en quelque sorte. Donc, toutes ces éducations, lorsque je cite le cas de cette dame qui dit à sa fille qu'elle a besoin de soucier des gens, etc., toutes ces éducations portent vers il faut être délicat, il faut montrer une sorte de fraîcheur de physique et de teint, mais qui est en même temps, au fond, une référence à la fragilité féminine. Du coup, autre point qui me paraît très important, pour l'instant on a décrit, pour l'instant on s'est posé des questions sur pour quel sens, pourquoi, etc. Mais aussi, y a-t-il un souci à l'égard de la minceur? Y a-t-il une préoccupation? Y a-t-il des pratiques? Évidemment qu'il y a des pratiques, et elles sont nombreuses. Alors il y a une pratique qui est très fréquente, qui est différente bien sûr selon les lieux, selon les types de consommation, etc. Mais il y a une pratique qui surveille ce qui est ingurgité, avec des différences entre hommes et femmes évidemment. Mais bon, voilà un propos sur une surveillance de femmes dans l'Italie de Florence. Alors, ces femmes se procurent des noix d'Inde. Alors, c'est parce qu'il y a tout le problème des épices venues de l'Orient, etc., qui sont considérées comme épurantes. Vous voyez, parce que le problème, c'est d'épurer les humeurs qui sont à l'intérieur, il faut qu'elles se dessèchent. Donc, elles consomment des noix d'Inde, des amandes, des pistaches, des pignons, de la graine de melon, de la chair de perdrix et de chapon, parce que ce sont des chairs légères. Il ne faut pas prendre de chair lourde. Elles les pressent ensemble et ajoutent du sucre de façon à faire une sorte de masse-pain. Chaque matin, elles en prennent une certaine quantité, puis elles boivent un grand sucre de vin de Chypre. Donc, en fait, contrairement à nos repères à nous, ils pensent que c'est la douceur qui peut créer une sorte de faiblesse de chair, si vous voulez. Mais on voit que c'est de l'intuition, bien entendu. Une intuition intéressante quant à l'imaginaire. Bon. Et en revanche, les noix d'Inde, les amandes, ce sont des produits susceptibles de dessécher. Mais, étonnement, quand vous lisez les textes, la pratique de dessèchement peut aller bien au-delà. Et en particulier, vous avez des médecins qui contestent les pratiques des courtisanes, qui consomment même du talc, qui consomment de la terre. Elles mêlent quelquefois de la craie ou de la gaie pulvérisée, afin que telle manière de vivre, dure et desséchante, afin qu'à partir de cette telle manière de vivre, elle puisse devenir maigre et le corps mince. Vous voyez, le mot mince revient, mais le mot maigre aussi. Et tout à l'heure, je m'interrogerai sur maigre et mince. Alors d'autres utilisent les lavements réguliers, d'autres utilisent le citron, l'acide, et vous avez aussi des constats qui portent sur le fait que ces consommations sont considérées comme dangereuses, et en même temps,
Elles sont incontestablement pratiquées. Je pense à un exemple dans Talémon de Réau, qui est un auteur qui raconte des choses d'historiettes, des petites fées comme ça, des anecdotes au XVIIe, qui évoque le cas d'une certaine Madame de Gondran, qui décide brusquement de maigrir, elle boit du vin pur, elle obtient un changement, sa taille se fait plus belle qu'elle n'avait, donc apparemment le vin aura des effets, et la taille c'est toujours la minceur de la ceinture. Hein. Devenue veuve, victime de son ancien profil, c'est-à-dire qu'à nouveau elle rengraisse, eh bien à ce moment-là, elle reprend ses pratiques, mais elle recourt à des pratiques encore plus sévères. Du vinaigre, du citron, etc. Bon, elle gagne, paraît-il, en maigreur, mais elle perd totalement en santé. Et puis vous avez ce cas que l'on oublie toujours, qui est très présent dans le livre de Brillat-Savarin, La physiologie du goût. C'est un livre qui est publié en 1826, donc on n'est plus dans les périodes d'Ancien Régime, où Brillat-Savarin a un long chapitre sur l'obésité. Il dit l'obésité c'est affreux parce qu'on perd les formes, etc. Mais il a aussi un chapitre sur les luttes dangereuses à l'égard de l'obésité. Et entre autres, il a un long chapitre sur une de ses amies qui aurait consommé de l'acide de manière régulière et qui en serait morte. Alors je ne vous raconte pas ça pour, au fond, multiplier les petites histoires. Je vous raconte ça pour une double raison. D'une part, pour montrer que la minceur comme repère formel a une présence importante dans les périodes anciennes, et pour vous montrer deuxièmement que les pratiques qui tendent à conduire ou qui prétendent conduire à la minceur sont des pratiques qui peuvent se révéler totalement dangereuses et qui n'en sont quand même pas moins totalement présentes. Deuxième grand repère dans mon propos, il faut s'interroger aussi sur minceur-maigreur. Parce que quand j'ai essayé de dire ce qu'il a été de la minceur, j'ai eu le plus grand mal à donner du chiffre, parce que je ne les ai pas. Elles ne se pèsent pas, ces femmes. Elles ne vous donnent pas de poids. Elles ne donnent pas de proportion. Vous voyez, là aussi, c'est une histoire très intéressante pour essayer de repérer quand les personnes commencent à se peser. Dans les périodes dont je viens de parler, on ne se pèse pas. Donc c'est à l'apparence. Même on passe même pas un fil autour de la taille. On constate que nos habits ne tiennent plus. On constate que ça va pas, que c'est gros, etc. Mais ça reste totalement subjectif. C'est une subjectivité qui n'est pas à rejeter, mais qui est à prendre en compte en tant que telle, bien sûr. Alors, ce qui est important, c'est de dire la minceur reste un repère fort, mais en revanche, repère totalement rejeté, la maigreur. Voilà. Et c'est là que je voudrais faire avancer un peu mon propos en quelques mots. Donc il y a une distinction incontestable dans les périodes anciennes entre maigreur et minceur. Et quand vous prenez le dictionnaire d'Antoine de Furetière, qui est le grand dictionnaire du XVIIe siècle, qui est publié à la fin du siècle, et qui, au fond, authentifie, légitime les mots utilisés dans la période classique, vous voyez que le mot « maigre » est un mot totalement dénoncé. Ça renvoie à squelette, à rensort, ou encore à maladie. Par exemple, le cheval maigre est celui qui attire les mouches, donc il est malade vraiment. Bon. Au contraire, mince renvoie à, comme je vous l'ai dit, je n'y reviens pas, délié, léger, peu épais sans doute. Bon. Or, voilà, c'est là la distinction très, très importante à faire. Or, la maigreur renvoie incontestablement à la maladie, à la mort. La crainte de la phtisie, vous voyez, à l'arrière-plan, c'est la crainte de la phtisie, la crainte des consomptions qui conduisent le sujet vers l'état cadavérique, etc. Et cette crainte, elle se manifeste très fortement. Vous voyez, je passe aussi aux pratiques. Alors, un mot. Il y a une obsession, je ne serai pas long là-dessus, mais je veux simplement montrer la présence de cette crainte. Il y a une obsession chez Madame de Sévigné à l'égard de la maigreur de sa fille. Donc, la minceur est reconnue, mais la maigreur est rejetée. Alors qu'est-ce qu'elle dit ? C'est extrêmement fréquent. Quand vous lisez les lettres, ça revient à certaines périodes de lettre en lettre. Par exemple, elle peut dire « Votre maigreur me tue ». Cette idée de votre maigreur, voilà ce que mon cœur ne peut soutenir. Mon Dieu, je hais votre maigreur. Je suis affligée que vous soyez maigre. Elle s'inquiète de la maigreur de sa fille qui est en Provence alors qu'elle est à Paris. Elle consulte Fagon, le médecin du roi. Elle s'adresse au mari de sa fille. Elle le menace en permanence. Fagon lui dit oui, c'est sans doute parce qu'elle est trop au soleil ou que sais-je. Et elle revient sur ses menaces. Vous devez toujours craindre de dessèchement. Il faut que vous soyez grasse. Elle craint aussi que, étant enceinte, sa maigreur soit dangereuse, etc., etc. Et quand vous lisez les textes de Madame de Sévigné, qu'est-ce que vous voyez ? Elle va tenir un propos complètement différent sur elle. Elle va dire, dans elle, Madame de Sévigné, dans les lettres où elle a une cinquantaine d'années, le tableau s'inverse pour elle. Toute ma crainte, c'est de rengraisser. Je ne suis plus une grosse crevée. Vous
Vous voyez, je suis moins grosse. Je crains de rengraisser, voilà mon inquiétude. Je suis maigre et j'en suis fort aise. Et quand nous sommes confrontés à ces textes, eh bien, nous sommes confrontés à des problèmes de méthode. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas vous dire. Je peux simplement vous dire, à partir des mots, qu'il y a la maigreur qui est complètement stigmatisée, et je peux vous dire, à partir des mots, qu'il y a des gens qui se trouvent comme ayant un peu trop d'épaisseur et qui recherchent de la maigreur. Voilà. Mais, qu'est-ce qu'on peut retirer de tout ça? C'est qu'il y a une vraie préoccupation. C'est qu'il n'y a pas du tout d'indifférence sur ces problèmes-là. C'est qu'ils sont, au contraire, à la fois présents, qui créent de la tension, qui créent de la préoccupation, et qu'ils enclenchent des pratiques. Dernier mot sur le problème du maigre. Il se trouve que, après j'en vais en arriver à aujourd'hui, et je ne serai évidemment pas très très long sur aujourd'hui. Mais dernier mot sur le problème du maigre. Il se trouve quand même que la crainte de la maigreur, c'est une crainte traditionnelle, mais c'est aussi une crainte qui est très proche de nous. Je pense par exemple à ce médecin qui est un plumitif, complètement échevelé, qui a écrit peut-être 50 livres ou 40 sur les questions à la fois de la beauté, du diabète. Il s'appelle Monin. En 1905, dans un livre qui s'intitule « La beauté de la femme », il y a un chapitre sur la maigreur. Et il dit, vous devriez... Alors la maigreur, c'est dangereux, c'est quelque chose qui n'est pas esthétique, on voit les os, on voit les creux, etc. Donc on a des repères physiques. Bon. Et il dit, vous devriez faire des infiltrations d'huile d'olive. C'est complètement fou, vous voyez, complètement délirant. Mais 1905, écrit par un médecin. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est de voir qu'il se préoccupe. Il ne faut pas qu'il y ait trop de maigreur. Ouais, donc là, il y a une prise de conscience forte, quitte à recourir à des pratiques qui sont, à mes yeux, plutôt inquiétantes. Et puis, vous avez aussi des publicités qui portent sur les plages, parce ce qu'il faut jamais oublier, c'est que la relation au corps change complètement à partir du moment où vous entrez dans les périodes de loisirs modernes, c'est-à-dire où les corps se dévêtent, où ils ont des activités, où ils bougent. Donc on voit tout un ensemble de choses que l'on ne voit pas quand vous êtes en hiver, y compris même dans un dancing, étranglé dans les habits, etc. Donc l'été suggère un ensemble de choses. Et il y a des publicités autour des plages qui disent non, ne soyez pas trop maigre, il ne faut pas que ça se voie. Donc prenez tel produit qui sera un produit de, je ne sais pas, régénération, etc. Mais ce qui est important, c'est de voir la préoccupation. Donc vous voyez, je conclus sur ces périodes anciennes. Il y a incontestablement une valorisation de la minceur, contrairement à ce que l'on peut croire. Minceur difficile à préciser, mais dont la préoccupation est indéniablement présente. Et il y a un rejet incontestable aussi de la maigreur. Et je pense que c'est une leçon en ce qui nous concerne. C'est une leçon, parce que nous ne pouvons pas non plus, nous, employer le mot minceur à tous azimuts. Nous devons distinguer. C'est vrai que nous avons les chiffres. La chance folle, c'est que nous avons les IMC. Mais néanmoins, nous devons quand même distinguer au niveau des mots. La minceur, ce n'est pas la maigreur. Voilà. Alors, j'en viens à mon troisième point et à ma période contemporaine. Quelle est la caractéristique de la minceur contemporaine ? Ce n'est plus la minceur traditionnelle. La minceur contemporaine, y compris quand vous lisez les textes des années 30, je pense en particulier au texte de Colette, par exemple, qui décrit très très bien les corps tels qu'ils sont attendus dans ces périodes. Eh bien, quand vous lisez les textes des périodes modernes, vous voyez que la minceur, c'est une minceur incontestablement tonique, c'est une minceur musclée, c'est les muscles longs de Vinca, par exemple, ou les plastiques de la beauté féminine dans le livre de Georges Hébert, qui est publié en 1919, qui a plusieurs éditions jusque dans les années 40, eh bien, plastique féminine, c'est une plastique qui ne se contente pas de mettre en évidence la chair, mais qui, à travers la chair, fait exister quelque chose qui est de l'ordre du muscle. Parce que c'est une révolution immense qui s'est produite, qui a déjà été bien montrée. Je pense en particulier au livre de Claude sur l'omnivore, qui a déjà été bien montré. C'est le statut de la femme qui change complètement à partir de la fin du 19e. On attend autre chose d'elle. On attend de l'activité, on attend de l'inscription dans l'espace public, on attend le fait qu'elle puisse bouger, qu'elle puisse répondre à des exigences techniques, ce qui fait radicalement disparaître les types d'habits qui existaient jusque-là. Le corset n'est plus supportable. C'est pas seulement une invention d'un tailleur un beau jour comme ça qui a été habité par le génie. C'est parce qu'il y a eu une transformation concrète de l'espace public qui a exigé de la part du corps féminin des qualités qui jusque-là n'étaient pas prises en compte. Donc change à ce moment-là la forme, bien entendu, beaucoup plus étroite encore, beaucoup plus proche de la forme masculine, sans qu'elle soit totalement superposable, mais en tout cas perdant ce qu'on pourrait appeler les repères mammaires, si vous voulez. Il ne faut pas de lourdeur, ou pas trop. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de galbe, bien au contraire.
il faut garder aussi du repère traditionnellement féminin, mais il faut de la tonicité, de la rapidité, de l'adaptabilité. Bref, il y a un changement majeur qui s'est produit. Ce changement majeur, je ne vous le cache pas, concerne aussi les hommes. Je pense à ce texte de Béraud qui s'intitule « Le martyr de l'obèse », qui est publié en 1922. L'obèse veut trouver un boulot, il se dit « je vais travailler dans les bureaux, etc., ce sera plus facile ». Bon. Et donc il s'adresse à un recruteur pour un service d'assurance. Il arrive, l'homme le regarde, il se tait, et puis au bout d'un instant, il dit « écoutez, non, j'ai relevé la phrase, maigrissez, nous n'avons pas besoin ici de poupards ». Voyez, donc là, il y a vraiment une rupture radicale qui se produit à l'égard de tolérance qui pouvait jusque-là exister. Alors je continue sur les formes. Évidemment, le haut et le bas, ça s'est totalement effacé par rapport à ce qui existait jusque-là. Le bas apparaît, le bas du corps apparaît, les robes sont différentes. La jambe peut émerger, si vous voulez, au contact de la robe. Dans les loisirs, la jambe est présente. Donc du coup, l'intérêt porte cette fois sur l'ensemble du corps. La minceur, donc, a trois caractéristiques qui me semblent tout à fait nouvelles. Elle est musclée et tonique. Elle est fuselée de manière visible, en prenant en compte, cette fois, les jambes, deuxièmement. Et troisièmement, elle commence à être chiffrée. Les chiffres commencent à apparaître de façon claire et forte au début, je dirais même à la fin, mais bon, au début du XXe siècle. Et à partir de ces chiffres, on voit émerger des choses qui étaient discutées tout à l'heure, c'est-à-dire des femmes qui écrivent, par exemple, dans les magazines, il y a des lettres, vous voyez, au début, dans les années 20-30, des femmes qui écrivent et qui disent bah, « non, franchement, mon tour de taille, mon tour de jambe, non, c'est pas du tout, qu'est-ce que je peux faire ? Sur la plage, je peux pas aller, voilà. » Et là, il y a un système plaintif qui s'installe et qui montre quelque chose qui est de l'ordre de l'installation d'une obsession plus forte que celle qui existait auparavant. Même si auparavant, on ne peut pas dire qu'il y avait un désintérêt, loin de là, à l'égard de ces questions. Et c'est au fond le problème de la correction, si vous voulez, de la forme, s'installe de plus en plus comme une exigence qui pèse sur le corps de chacun et sur le corps des femmes en particulier. Alors, c'est le mot, moi c'est un sujet qui m'a intéressé beaucoup, sur lequel je viens de publier récemment, c'est l'émergence d'un mot qui n'était pas encore utilisé jusque-là, qui est le mot de silhouette. Silhouette, c'est au fond la ligne de votre corps, et il faut que la ligne de votre corps émerge sur l'habit. Vous voyez, c'est ça qui est complètement nouveau. Parce que l'habit devient épouse de plus, pour des raisons de fonctionnalité, nouvelles esthétiques et autres, épouse de plus en plus la forme de votre corps. Donc il y a, et c'est vrai, il faut corriger votre silhouette. Voilà, en permanence, vous avez ça dans les livres de mode. Ça ne suffit pas de changer vos habits, ça ne suffit pas de les artificialiser. Voyez. Et puis vous avez ce mot obsession qui apparaît, je pense en particulier à un texte des années déjà 60, qui dit le mot. Ce mot obsession ne correspond pas seulement à une mode, il représente un courant irréversible qui, avec la diététique pour base, modifie rapidement la silhouette des générations présentes et à venir, en même temps que les représentations esthétiques et alimentaires. Alors, ça a été bien dit ce matin sur les problèmes des régimes, etc., je n'y reviens pas. Alors, dernier point concernant le problème moderne. Le problème moderne, c'est une nouvelle, au fond, exigence de forme et de dynamique. Deuxièmement, c'est la présence d'une inquiétude. Et troisièmement, y a-t-il danger ? Alors, moi, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser. Je ne peux pas m'empêcher de la poser parce que je crois que ça a été dit ce matin, enfin, ça relève de questions qui ne sont pas des questions seulement sociologiques ou des questions psychologiques au sens banal du terme. Ça relève des questions qui sont réellement, disons, pathologiques, thérapeutiques, psychiatriques, etc. Et personnellement, je vois mal comment une culture qui propose des types de corps soit d'emblée une culture pathologisante. Vous voyez, ça, moi, je ne le vois pas bien. Alors que maintenant, cette exigence puisse faire en sorte que une inquiétude qui de toute façon est là, aille se loger sur le problème du corps et finalement fixe quelque chose qui est l'ordre d'une pathologie, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, je ne vois pas comment on peut dire qu'une culture d'emblée crée de la pathologie. C'est très compliqué. En revanche, c'est vrai qu'il y a dans nos sociétés des situations où vous ne pouvez pas continuer votre propre existence, vous ne pouvez pas choisir certains métiers si vous n'obéissez pas à certaines normes physiques. Ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas la culture au sens large, cette fois. C'est la culture
locales, précises, qui imposent des choses. Par exemple, le jockey, par exemple, le boxeur, par exemple, le mannequin. Le mannequin est condamné à avoir une certaine forme. S'il ne l'a pas, ça ne marche pas. Certains sportifs, etc. Vous voyez, c'est à réfléchir sous cette forme-là. Il y a des lieux dans notre culture, il y a au fond, je dirais, des espaces d'exigence liés au travail, etc., qui peuvent relever de risques, incontestablement. Mais je me garderai personnellement de dire que c'est notre culture au sens large qui est d'emblée pathologisante, parce qu'à ce moment-là, écoutez, les questions posées par le corset ancien auraient conduit 1000 personnes à la pathologie. C'est très délicat. En revanche, ce qui est tout aussi délicat, c'est de pouvoir dire avec les critères d'aujourd'hui, c'est impossible. Le critère d'aujourd'hui, savoir si les personnes anciennes relevaient de tel ou tel type de pathologie. Ça, moi, je suis incapable de le faire. Voyez. Donc, s'il y a un défi au niveau historique, bien sûr. Bon, voilà. Je crois que j'espère ne pas avoir dépassé trop ma marge horaire. Je vous remercie pour votre attention.